Jack London, Cro-Blanc. Chapitre 10. Esclave. Chaque jour était pour Cro-Blanc l'occasion de nouvelles expériences. Tandis que Quiche restait attaché à un piquet, lui courait à travers le camp, cherchant, furetant, curieux de tout. Les diverses habitudes des animaux hommes lui furent vite familières. Mais plus il se familiarisa, plus il détesta la supériorité et le pouvoir mystérieux des hommes. Plus ce pouvoir était grand, plus leur divinité était menaçante. C'est que le chien ou le loup qui viennent se chauffer au feu des hommes trouvent en face d'eux des divinités de chair et d'os, solidement plantées sur leurs jambes de derrière et tenant un gourdin dans la main, immensément puissantes, affectueuses ou mécontentes selon les occasions, livrées à toutes sortes de passions et d'émoi, enfermant des pouvoirs incompréhensibles dans une chair qui saigne parfois comme celle de n'importe quel animal. Et aucun écart de la volonté ne peut amener à désobéir à ces dieux-là. Cro-Blanc suivit à ce sujet la loi commune, celle qui avait ramené sa mère, Quiche, dans le camp des hommes. De même, il leur voua immédiatement obéissance. Il suivait leurs pas comme un esclave, s'écartait pour leur faire place, accourait s'ils appelaient, se couchait à leurs pieds s'ils menaçaient. Et s'il lui ordonnait de s'en aller, il s'écartait immédiatement. Chacun de leurs désirs était appuyé par la possibilité d'en assurer l'exécution immédiate par la force. Et ce pouvoir s'exprimait par de lourdes tapes dans la main, des pierres dures qui volaient, des coups de bâton ou de cruels coups de fouet. En somme, il appartenait aux animaux hommes de camp comme les autres chiens leur appartenaient, et son corps était fait pour être caressé ou battu à leur convenance. Telle fut la leçon que finalement il apprit. Très dur à apprendre, car, né dans le wild, il avait déjà acquis une nature sauvage qui ne pliait que malaisément aux contraintes de la servitude. Il détesta l'esclavage, en même temps que, sans s'en apercevoir, il apprenait à l'aimer. En effet, il avait en échange de sa liberté un refuge pour toutes les responsabilités de la vie. Il remettait sa destinée à d'autres, et il est toujours plus facile de s'en remettre aux autres pour son existence que de vivre seul. Ce ne fut pas sans difficulté ni sursaut qu'il se fit à cette existence. Souvent, il s'en allait ramper sur la lisière de la forêt, écoutant les mille bruits de la nature sauvage qui l'appelait. Puis il s'en retournait, inquiet et malheureux vers sa mère, pour lui lécher le museau en gémissant, comme s'il l'interrogeait. Il fit vite connaissance aussi avec la vie propre du camp. Il découvrit l'égoïsme des gros chiens et leur goinfrerie lorsqu'étaient distribués des poissons et les morceaux de viande des repas. Il sut que les hommes étaient habituellement plus justes, les enfants plus cruels et les femmes plus douces et plus disposées à lui lancer quelques rogatons. Après 2 ou 3 fâcheuses rencontres avec des mères de tout petits chiens, il sut aussi qu'il était préférable de laisser celles-ci tranquilles et, que possible, de les éviter. Mais le drame de son existence, c'était l'insupportable Lip-Lip. Plus fort, plus grand et plus âgé que lui, Lip-Lip avait fait de Cro-Blanc sa tête de turc, son souffre-douleur. Le jeune loup se défendait avec énergie, mais il ne faisait vraiment pas le poids devant son adversaire. Lip-Lip devint pour lui un cauchemar. À peine s'éloignait-il un tant soit peu de sa mère qu'il était sûr de voir apparaître son bourreau qui le poursuivait en aboyant, attendant le bon moment, c'est-à-dire l'absence de tout animal homme, pour lui tomber dessus et le forcer au combat. De ce combat, Lip-Lip sortait invariablement vainqueur et s'en montrait insupportablement orgueilleux. Ses victoires faciles étaient les meilleurs moments de sa vie, et il ne se faisait pas faute de les multiplier. Pour Cro-Blanc, c'était un supplice sans cesse renouvelé. Pourtant, il ne se laissa pas abattre. Il ne se soumit pas, malgré ses incessantes défaites, mais cette persécution incessante eut sur son caractère une fâcheuse influence. Il devint rusé, méchant, et ce que sa nature comportait de sauvage à l'origine s'accentua. Ses élans de gaieté enfantine ne trouvèrent pas d'emploi, et il n'eut jamais l'occasion de jouer et de gambader avec les autres petits chiens du camp. Aussitôt qu'il voulait aller courir avec eux, l'insupportable Lip-Lip fonçait sur lui, le faisait rouler à terre et fuir terrifié. S'il voulait résister, il engageait le combat jusqu'à la défaite du louveteau.
Cro-Blanc fut ainsi privé de la plupart des joies réservées aux petits chiens. Il s'aigrit, devint enfermé et développa son intelligence. Il devint extrêmement rusé, réfléchissant longuement aux meilleurs moyens de fraude et de tromperie. Privé par les gros chiens de sa part quotidienne de poisson et de viande, il dut se nourrir par lui-même et devint un voleur habile et impudent que les femmes indiennes considérèrent bientôt comme une calamité. Il apprit à se faufiler partout, à ramper comme un serpent entre les tentes, et aussi à inventer 1000 ruses pour échapper à son bourreau. C'est au plus fort de cette persécution qu'il joua pour la première fois avec succès le jeu de l'adresse contre la force, et qu'il goûta, grâce aux ressources de l'intelligence, à l'incomparable saveur de la vengeance. De même que Quiche, lorsqu'elle courait avec les loups, avait leurré les chiens d'attelage pour les faire tomber sous les dents de la meute, de même, il parvenait à attirer l'insupportable Lip-Lip sous les mâchoires impitoyables de la louve. Comme le jeune chien s'était une fois de plus précipité sur lui, le louveteau se mit à fuir tout en combattant, laissant toujours à peu près un bond de distance entre lui et son poursuivant. Lip-Lip s'excitait à ce jeu, voyant toujours devant lui une victoire imminente que le louveteau différait toujours habilement et facilement, car s'il était moins fort, il était de loin le plus rapide de toute la bande des jeunes chiens, et beaucoup plus alerte que Lip-Lip. Sans donner toute sa vitesse, il aguicha donc son ennemi, le mena à travers les tentes de ci de là, le ramenant en arrière, le promenant d'un côté à l'autre à sa poursuite, jusqu'à ce que le chien, au comble de l'affolement de la chasse, ait oublié toute prudence, et, tout à coup, se trouva au détour d'une tente entre les pattes de Quiche attachées à son piquet. Le chien poussa un glapissement d'horreur, mais déjà les terribles mâchoires vengeresses se refermaient sur lui. Il eut beau se débattre en glapissant, la louve l'avait mis sur le dos, les pattes en l'air pour empêcher de fuir, tout en le mordant et en le déchirant. Lorsqu'il parvint enfin à rouler hors d'atteinte de la mère louve, l'orgueilleux petit chien, mordu de tous les côtés, ressemblait à une assez pauvre chose, dont la fourrure pendait lamentablement en touffes baveuses partout où les crocs de Quiche l'avaient mâché et tordu. Il demeura là où il était, et ouvrant son mufle endolori, éclata en plaintes aiguës de petit chien brimé. Il n'eut d'ailleurs pas le temps de se plaindre beaucoup, car Cro-Blanc, enchanté, arrivait sur lui comme un obus, et lui mordait cruellement l'arrière-train. Lip-Lip n'avait plus de force pour se défendre, et détala à son tour honteusement, poursuivi à travers tout le camp et serré de près par son ancienne victime. Le petit chien ne trouva de secours que parvenu chez son maître, où les femmes accueillirent le louveteau déchaîné par des injures et une volée de cailloux sous lesquels il battit en retraite, pour une fois glorieux et le cœur en fête. Castor Gris décida bientôt que Quiche s'était réhabitué à la compagnie des hommes et la détacha enfin. Cro-Blanc se réjouit de la liberté retrouvée de sa mère. Il l'accompagna partout dans le camp, en gambadant autour d'elle, n'hésitant pas à provoquer son ennemi Lip-Lip en se hérissant et en raidissant ses pattes. Mais Lip-Lip, s'il était méchant, n'était pas stupide, et voyant que Cro-Blanc n'était jamais très loin de sa mère, se garda bien de relever un défi jeté dans ces conditions, se réservant d'attendre le jour où il pourrait de nouveau se mesurer seul à seul avec le louveteau. Le soir de ce même jour, la mère et le fils allèrent rôder à la lisière de la forêt près du camp. C'était Cro-Blanc qui y avait amené la louve, pas à pas, l'entraînant quand elle hésitait. Le torrent, la tanière et la sombre forêt calme l'appelaient. Quand elle s'arrêtait, indécise, il revenait en arrière, gémissant et lui léchant le museau, puis repartait de l'avant joyeusement. La louve finit par s'arrêter. Il la regarda avec des yeux suppliants, mais son espoir tomba quand il la vit détourner la tête et regarder le camp. La voix qui l'appelait vers la forêt, vers les solitudes impénétrables et sauvages, appelait aussi Quiche, mais plus forte encore résonnait en elle l'appel impérieux de l'homme, et bientôt elle reprit lentement le chemin du camp. Les dieux qui la maintenaient en leur pouvoir refusaient de la lâcher. Le louveteau resta seul. Il se coucha à l'ombre d'un bouleau et pleura en gémissant doucement. L'odeur puissante des sapins,
Le parfum frais de la forêt imprégnait l'atmosphère, bruissante de mille bruits de l'ancienne liberté, avant les jours des hommes. Mais finalement, plus fort que tout cela fut l'attirance pour sa mère, car il n'était encore qu'un très jeune loup, et l'heure de l'indépendance n'avait pas encore sonné. Il rentra lentement au camp. Le temps qu'il est donné à la mère de rester avec les petits n'est pas très long dans le wild. Sous la domination de l'homme, il est souvent encore plus court. C'est ainsi que Cro-Blanc fut séparé de sa mère. En effet, Castor Gris avait une dette envers son ami Trois-Aigles. Comme celui-ci voulait entreprendre un long voyage du fleuve Mackenzie au grand lac de l'Esclave, un coupon de tissu rouge, une peau d'ours, 20 cartouches et la chienne Quiche remboursèrent la dette de Castor Gris. Quand Cro-Blanc vit sa mère embarquée sur la pirogue de Trois-Aigles qui quittait la rive, il voulut la rejoindre. Il se jeta à l'eau et nagea vers la pirogue. Trois-Aigles l'écarta d'un coup de pagaie. Castor Gris l'appelait de la rive, mais le louveteau ne l'entendait pas. Tout à la terreur de voir partir sa mère, il en oubliait le terrible pouvoir des animaux hommes et des dieux. Mais les dieux ont pour habitude d'être obéis, et Castor Gris, en colère, mit rapidement à l'eau une autre pirogue, le rejoignit en quelques coups de pagaie et le souleva de l'eau par la peau du cou. Il ne le déposa pas immédiatement dans la pirogue. Au contraire, le tenant ainsi suspendu d'une main, il lui administra de l'autre une formidable raclée. Oui, pour une raclée, ce fut une raclée. Lourde était la main de Castor Gris, et innombrables pleuvaient les coups, tous visant à faire mal. Frappé alternativement des deux côtés, Cro-Blanc oscillait d'avant en arrière comme un balancier de pendule déréglé et hurlant. Cependant, après quelques coups, la peur fit place à la colère, la nature sauvage du louveteau prit le dessus, et il osa gronder et montrer les dents au dieu irrité. Le dieu ne s'en mit que plus en colère, et les coups redoublèrent. La chose aurait pu durer longtemps, Castor Gris battant Cro-Blanc, et Cro-Blanc montrant les dents à Castor Gris, si le louveteau n'avait finalement cédé. Les coups qu'il avait jusqu'alors reçus n'étaient rien en comparaison de la correction que lui administrait maintenant Castor Gris. Il se prit à gémir et à pleurer à chaque gifle, puis à crier, à tue-tête, et de façon ininterrompue sans attendre chaque coup. Finalement, l'Indien se lassa et cessa de le frapper. Cro-Blanc continuait de crier, suspendu entre ciel et terre au poing de Castor Gris. Cela parut suffire à l'Indien, qui rejeta sans ménagement le louveteau au fond de la pirogue, qui, pendant ce temps, s'en était allé au fil de l'eau. L'Indien s'avança pour ramasser à l'autre bout de la barque sa pagaie, et comme le louveteau était sur son passage, il lui fit dégager la place d'un coup de pied. Cro-Blanc eut un nouveau sursaut de rage, et sa nature sauvage reprit le dessus. Sans hésiter, il enfonça ses dents dans le pied de l'homme et à travers le mocassin de cuir. Ce qui fit que la raclée qu'il avait reçue ne fut rien en comparaison de celle qui suivit. La colère de Castor Gris fut épouvantable, aussi épouvantable que la terreur de Cro-Blanc, et ce n'était pas peu dire. Ce ne fut plus seulement avec la main que Castor Gris le battit, mais aussi avec la pagaie de bois. Quand enfin il rejeta le louveteau au fond de la pirogue, celui-ci était à moitié assommé et aux trois quarts évanoui. Et lorsque Castor Gris se remit, délibérément cette fois, à lui donner des coups de pied, Cro-Blanc ne renouvela pas son attaque. Il venait là de prendre une terrible leçon d'esclavage. Jamais, en aucune circonstance, on ne devait porter les dents sur le dieu qui était votre maître. C'était là le crime entre les crimes et l'offense impardonnable. Quand la pirogue le toucha à terre, le louveteau gisait au fond, gémissant et prostré. Castor Gris le lança à terre comme un paquet. Il rampa tant bien que mal, sans pouvoir éviter Lip-Lip qui, assis sur le rivage, avait vu toute la scène, et le voyant totalement sans défense, se précipita avec ardeur pour lui régler son compte. La chose aurait certainement mal tourné pour le louveteau si Castor Gris, intervenant, n'avait envoyé le chien rouler à plusieurs mètres d'un coup de pied solidement appliqué. C'était là une manifestation typique de la justice de l'homme, et Cro-Blanc, tout moulu et douloureux qu'il était, ne fut pas sans éprouver un petit frisson de reconnaissance.
Le droit au châtiment était une prérogative des animaux hommes qui appliquaient leur justice eux-mêmes et eux seuls. Malgré la dureté de leur châtiment, ils savaient défendre le cas échéant la faiblesse contre la force avec impartialité. Aussi, Cro-Blanc boitilla-t-il humblement sur les talons de Castor-Gris jusqu'à sa tente. Durant la nuit, les douleurs qu'il ressentait le tinrent éveillé. Il pleura après sa mère et réveilla Castor-Gris, qui le battit encore. Il se le tint alors pour dit et pleura en silence. Désormais, il évita de donner libre cours à son chagrin quand un dieu était à portée de l'entendre. Mais pendant quelque temps, il cria tout seul dans la forêt. Durant les semaines qui suivirent, Cro-Blanc aurait pu facilement s'échapper et s'enfuir vers le torrent, la tanière et la vie sauvage. Mais les hommes faisaient parfois de longues expéditions de chasse au bout desquelles ils revenaient, et peut-être était-ce le cas pour Trois-Aigles qui avait amené sa mère. Aussi resta-t-il dans la servitude, le cœur gros. Il n'était d'ailleurs pas entièrement malheureux, tant étaient nombreuses les choses qui se passaient dans le camp des hommes. Ses rapports avec Castor-Gris prenaient une tournure différente. Castor-Gris savait se faire obéir, de plus il était juste. Jamais l'Indien ne le caressait. Mais, de temps en temps, il lui donnait lui-même un morceau de viande et le protégeait des autres chiens tandis qu'il le mangeait. Et ce morceau de viande prenait pour Cro-Blanc une valeur beaucoup plus grande que 10 morceaux de viande donnés par les femmes. C'était singulier, mais c'était ainsi. Il était certain que des liens d'affection étaient en train de se nouer entre Cro-Blanc et son rude maître indien. Fin du chapitre 10.